Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour cette invitation qui me permet de venir vous présenter nos travaux à Cochin sur le DPNI des maladies monogéniques. Alors vous devez tous vous demander pourquoi, quand on parle de DPNI, on entend surtout parler des aneuploïdies, de la trisomie 21, etc. Bon, il y a plusieurs explications. La première, c'est que les aneuploïdies, c'est quand même beaucoup plus fréquent que les maladies monogéniques pour lesquelles on peut proposer du diagnostic prénatal invasif. Et la deuxième, c'est que les aneuploïdies, c'est beaucoup plus facile aussi que les maladies monogéniques, parce que le chromosome 21, par exemple, il y a 47 millions de paires de bases. Donc, quand il y en a une copie en trop, on les voit facilement. On en a 47 millions en plus. Nous, dans les maladies monogéniques, ça touche la plupart du temps un seul nucléotide. Donc là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et en plus, les maladies monogéniques, elles sont associées à une grande hétérogénéité génétique. Et donc, le plus souvent, ça va nécessiter de mettre au point un essai spécifique de chaque mutation de chaque gène, donc pour des mutations privées dans des familles différentes. Donc ça coûte beaucoup plus cher, ça prend beaucoup plus de temps de mise au point, et donc forcément, ça va intéresser moins de monde. Donc voilà, et pourtant, on voit qu'il y a une vraie demande, parce que je ne sais pas s'il y a un pointeur ou pas. Oui, il y a un pointeur normalement. Non, mais un pointeur qui est à côté. Ah ouais, il faut deux mains, quoi. Il lui faut les deux mains. fait, Il faut les deux mains. Ouais, on va le faire sans pointeur. Tu veux que je t'aide à pointer peut-être? Bon. Je te remercie pour cette proposition. Je peux te passer les diapos. Non, ça ira. Donc, chaque année en France, là, c'est les chiffres de l'Agence de biomédecine de 2013, mais il y a presque 3000 prélèvements invasifs qui sont réalisés pour faire du diagnostic prénatal des maladies monogéniques. Donc, il y a quand même une vraie demande. Donc, vous l'avez compris avec les précédentes présentations, le principe du DPNI, il va reposer sur notre capacité à pouvoir détecter et quantifier l'ADN fœtal circulant, ce qui est quand même relativement complexe, puisque à la fois l'ADN circule sous forme très diluée, il y en a très peu, quelques dizaines de génomes équivalents par millilitre, et que d'autre part, l'ADN fœtal est dilué et ne représente que 5 à 10% de cet ADN circulant global. Il est dilué dans l'ADN d'origine maternelle. Donc, pour pouvoir le mettre en évidence et le quantifier, il va falloir utiliser des technologies qui sont suffisamment spécifiques pour pouvoir le mettre en évidence et distinguer l'ADN fœtal de l'ADN maternel, et qui sont suffisamment précises pour qu'on puisse statistiquement, significativement, faire cette distinction entre l'ADN fœtal et l'ADN maternel. Et la PCR digitale me paraissait une technologie tout à fait appropriée. Donc le principe de la PCR digitale est basé sur le partitionnement de l'échantillon. Et ça va nous permettre de réaliser une quantification absolue du nombre de cibles qu'il y avait dans l'échantillon initial. Donc on part d'un mélange réactionnel typique pour une PCR de 20 microlitres. Et ce mélange va être émulsionné en 20 000 gouttelettes de 1 nanolitre. Et chaque gouttelette va former un réacteur indépendant de PCR. Donc, dans un microtube normal de PCR, on a 20 000 PCR en parallèle. Nos cibles d'ADN se répartissent dans les micro-gouttelettes. Au cours de la PCR, si la cible est présente, elle est amplifiée à l'aide d'un essai Tachmann qui va donc être hydrolysé. Une fluorescence va être dégagée. Et à la fin de la PCR, chaque micro-gouttelette passe devant un lecteur de fluorescence qui va rendre un résultat de type présence ou absence de fluorescence, donc un résultat digital, 0 ou 1, et le nombre de gouttelettes fluorescentes sera égal au nombre de cibles initialement présentes dans l'échantillon. Donc, pour en revenir dans le cadre des maladies monogéniques, on a deux grands types d'applications. Le premier, je dirais que c'est un peu le plus simple et celui vers qui tout le monde s'est lancé en premier, c'est d'aller détecter qualitativement des séquences qui sont absentes du génome maternel, parce qu'on ne va pas être embêté par ce génome maternel. Donc il suffit d'aller mettre en évidence une mutation, et ça peut nous permettre de proposer du DPNI pour les maladies sporadiques, comme la chondroplasie, pour des maladies dominantes quand elles sont héritées du père, ou pour proposer du diagnostic d'exclusion des maladies récessives. J'y reviendrai. À droite, là, les rectangles que vous voyez, en fait, le grand rectangle, ça représente l'ensemble des brins d'ADN plasmatique en circulation chez la mère, et le petit rectangle, ça représente la contribution fœtale. Donc, dans ce cas-là, il suffit de voir s'il y en a ou pas. Et le deuxième cas, je reviendrai plus tard. Donc, on s'était lancé dans cette aventure à Cochin en 2013, en rédigeant l'étude d'Annie pour diagnostic anténatal non invasif. Et on a inclus en fait des femmes enceintes qui appartenaient à des couples à risque connu de transmettre une maladie monogénique. Donc les mutations
d'intérêt étaient déjà connus. On a inclus des femmes consentantes, évidemment, enceintes de plus de 10 semaines d'aménorrhée et qui toutes avaient un prélèvement invasif en parallèle. On a testé 2 types d'approches, une approche directe spécifique de chaque mutation par PCR digital, c'est les résultats dont je vais vous parler aujourd'hui, et une approche indirecte par capture et NGS, mais ça, je n'ai pas le temps d'en parler. Donc voilà, et on a recruté des femmes pour des pathologies pour lesquelles nous, on avait une expertise au laboratoire, pour lesquelles déjà on propose le diagnostic prénatal après un prélèvement invasif classique, c'est-à-dire de l'achondroplasie, la neurofibromatose de type 1, la mucoviscidose, la myopathie de Duchenne et l'hémophilie. Donc voilà à quoi ressemblent les résultats de PCR digital. On se lance dans le vif du sujet avec la détection qualitative de l'achondroplasie. Donc l'achondroplasie, c'était assez simple à développer parce que dans 80% des cas, c'est associé à des mutations sporadiques, donc la mère n'est pas transmettrice de la mutation. Et en plus, c'est une mutation récurrente, toujours la même mutation, dans 98% des cas. Donc, sur le diagramme de droite, vous voyez les résultats de PCR digital. En fait, c'est les résultats de fluorescence. Chaque point représente une gouttelette. Hop. Donc en bleu, les gouttelettes qui sont porteuses de l'allèle mutant, en vert, celles qui sont porteuses de l'allèle wild type, voilà, en orange, les doubles mutantes. Et à gauche, c'est le même genre de résultat, mais là, c'est la fluorescence en une dimension. Donc en abscisse, vous avez le nombre de gouttelettes et en ordonnée, l'intensité de fluorescence. Et on a les 2 fluorescences, en haut en femme et en bas en ex. Donc la première étape qu'on fait quand on veut mettre au point un essai Tachman spécifique d'une mutation, c'est de faire un gradient de température et de choisir la température à laquelle et l'allèle muté et l'allèle sauvage co-amplifient bien et peuvent être distingués l'un de l'autre. La deuxième étape, c'est d'aller estimer la sensibilité et la spécificité de notre essai Tachman. Donc pour ça, nous, on passe 60 échantillons qui ne présentent pas la mutation et on va regarder combien de gouttelettes mutées sortent. Et ça nous permet de calculer notre limite de blanc et notre limite de détection et donc d'avoir un contrôle qualité de notre essai Tachman. Et enfin, après, on fait une gamme de titration pour évaluer la linéarité de notre signal. Et une fois qu'on a une linéarité satisfaisante, comme c'était le cas là pour notre mutation récurrente dans l'achondroplasie, on décide de proposer ça en diagnostic. Donc avant, bien sûr, on l'avait fait sur de multiples cas. Et maintenant, depuis début 2016, on a proposé le DPNI de l'achondroplasie en routine. Donc là, je vous montre le résultat sur une première famille. Là, le premier plasma, tac, voilà, ici, la mise en évidence en bleu des gouttelettes femmes positives indique que le fœtus est porteur de la mutation récurrente du gène FGFR3 et qu'il est donc atteint d'achondroplasie. Et en vert, vous voyez à la fois les allèles normaux du fœtus, mais surtout, il y a beaucoup plus de vert que de bleu parce qu'il y a tous les allèles normaux qui viennent de la mère. Par contre, dans la deuxième situation, là, dans le deuxième plasma, l'absence de gouttelettes femmes positives peut indiquer 2 choses, soit que le fœtus n'est pas porteur de la mutation, soit qu'il n'y avait pas d'ADN fœtal dans notre prélèvement. Et donc, pour distinguer ces 2 situations, on étudie en parallèle de chaque prélèvement, on étudie RASF1A, qui est un gène qui a la particularité d'être différentiellement méthylé entre la mère et le fœtus. Et en fait, il est méthylé chez le fœtus, non méthylé chez la mère, ce qui fait que quand on digère notre prélèvement par une enzyme qui est sensible à la méthylation, ça va digérer tous les fragments d'ADN plasmatique d'origine maternelle et on va pouvoir amplifier que ceux d'origine fœtale. Donc si on fait du RASF1 avant et après digestion, on peut en déduire notre fraction fœtale. Donc voilà, sur le même type de raisonnement, on peut proposer aussi le diagnostic prénatal non invasif des maladies dominantes lorsqu'elles sont transmises par le père, ce qui est le cas par exemple dans 50% des cas de neurofibromatose de type 1. Donc là, ce n'est pas des mutations récurrentes, donc à chaque famille, pour lequel le père est porteur d'une mutation, donc lui-même atteint de neurofibromatose, on propose de développer l'essai Tachman, on fait tous nos contrôles qualité, et puis là, vous voyez dans ce cas-là, la mise en évidence des gouttelettes dans le plasma maternel indiquait bien que le fœtus était porteur de la mutation paternelle, donc atteint d'achondroplasie. Et vous suivez super bien, merci. Donc voilà, on a développé plusieurs essais pour plusieurs mutations dans la neurofibromatose de type 1.
Avec là, vous voyez tous les contrôles qualité, puis des exemples de chaque famille. Donc en premier, c'est le père qui est hétérozygote, comme on le voit, la mère qui ne porte pas la mutation, puis après le plasma qui est porteur de la mutation dans les familles 1, 2 et 4 ici. Et on commence maintenant à le proposer en routine pour les mutations pour lesquelles on a déjà développé les 7 ACMAN. Ça arrive de temps en temps d'avoir des familles qui reviennent où il y a quelques mutations qui sont récurrentes, même si ce n'est pas dans une grande fréquence. Pour la neurofibromatose de type 1, on a saisi l'agence de biomédecine pour pouvoir commencer à proposer ce test-là en routine. Et encore sur le même type de raisonnement, on peut proposer aussi le diagnostic d'exclusion de la mucoviscidose. Donc dans ce cas-là, c'est uniquement lorsque les 2 parents sont porteurs de mutations différentes. À ce moment-là, on fait les 7 ACMAN spécifiques de la mutation paternelle. Et puis, par exemple, dans le premier cas, là, on voit que le fœtus n'a pas hérité de la mutation paternelle. Et donc, au pire, il sera hétérozygote pour la mutation maternelle, mais en tout cas, il ne sera pas atteint de mucoviscidose. Et donc, il n'y a pas besoin de proposer un prélèvement invasif. Par contre, dans les familles 2 et 4, il n'y a pas de pointeur, mais j'espère que vous suivez toujours aussi bien. On voit que le fœtus, on voit les petites gouttelettes bleues. Là, le fœtus a hérité de la mutation paternelle. On ne connaît pas son génotype vis-à-vis de la mutation maternelle, mais là, on peut proposer un prélèvement invasif. Donc, cette technique d'exclusion permet quand même de limiter 50% des prélèvements invasifs dans la mucoviscidose. Et là aussi, on commence à le proposer en routine diagnostique à Cochin. Voilà, alors ça, c'était la partie un peu simple. Et maintenant, il y a la partie un peu plus compliquée, qui est d'aller détecter les mutations quand elles sont présentes dans le génome maternel. Parce que là, ce n'est plus de la simple mise en évidence, il va falloir aller quantifier la présence de cette mutation. Et donc, il va falloir aller étudier un ratio allélique, c'est-à-dire le nombre d'allèles normaux versus le nombre d'allèles mutés qui sont en circulation dans le plasma maternel. Donc, imaginons, prenons un exemple avec un couple qui a risque de transmettre, par exemple, la mucoviscidose, une maladie récessive autosomique, avec 2 parents porteurs hétérozygotes pour la même mutation. Donc, on a 3 possibilités. Si la mère hétérozygote est elle-même enceinte d'un fœtus hétérozygote, alors on dit qu'on va avoir une balance allélique qui est équilibrée, puisque dans le plasma maternel, on aura autant d'allèles normaux que d'allèles mutés en circulation. Par contre, dans les 2 autres cas, la balance allélique, elle va être déséquilibrée en faveur de l'allèle qui aura été hérité par le fœtus. Vous voyez là à droite, si le fœtus il est homozygote atteint, en fait, dans le plasma maternel, on aura un tout petit peu plus d'allèles mutés qui seront en circulation. Et ce déséquilibre de balance allélique, il sera d'autant plus franc que notre fraction fœtale est importante. Donc finalement, en pratique, pour pouvoir faire cette évaluation, il faut calculer 2 choses. En premier, la fraction fœtale qu'on a dans le prélèvement. Et en deuxième, en fonction de la fraction fœtale, quelle est la balance allélique théorique que je dois obtenir pour cette fraction fœtale pour distinguer les 3 situations. Donc, en PCR digital, ça revient à vouloir distinguer ces 3 situations. Donc, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc, je me suis rapprochée d'un statisticien à ce moment-là. Et donc là, ça commence à parler de statistiques. Et donc voilà. Donc, soit θ, la probabilité pour une gouttelette fluorescente de porter l'allèle mutant. C'est-à-dire que si je sais qu'une gouttelette va être soit verte, soit bleue, quelle est la probabilité pour qu'en fait elle soit bleue, qui est toujours associée à l'allèle mutant? Dans les fœtus hétérozygotes, là, comme il y a autant de mutants que de normal, cette probabilité, elle est de 1,5. Et par contre, les valeurs de θ va prendre des valeurs différentes en fonction du génotype fœtal et s'éloignera d'autant plus de 1,5, il sera toujours fonction de f, de la fraction fœtale. Donc plus la fraction fœtale est importante, plus mes θ s'éloignent et mes 3 situations sont faciles à distinguer. Et donc, on a fait tout un test statistique qui nous permettait de distinguer 2 situations, de tester 2 hypothèses. L'hypothèse H0 étant que le fœtus est atteint de la maladie et l'hypothèse H1 étant que le fœtus est non atteint de la maladie. Donc, on va passer vite, mais en pratique, tout l'intérêt de ce test-là, c'est qu'on peut maîtriser le risque qu'on prend quand on donne une réponse. Et nous, on a voulu être très conservatif. Et le risque de première espèce, ce que j'appelle le risque alpha, c'est le risque de répondre à tort. Ne vous inquiétez pas, madame, votre fœtus est sain, il n'y a pas besoin de faire un prélèvement invasif. Ce risque-là, on a voulu qu'il soit inférieur à 2 pour 1000. Vraiment Bon, voilà. Et tandis que le risque bêta, le risque de deuxième espèce, de répondre à tort, je pense qu'il faut faire un prélèvement invasif parce que je pense que ce fœtus est atteint, on vise à ce qu'il soit aussi faible que possible. Mais on ne peut pas être aussi stringent sur le bêta, sinon on n'est jamais conclusif.
Et donc voilà, en pratique, on fait la prise de sang, on évalue notre fraction fœtale, on évalue la balance allélique, ce qui nous permet d'avoir un θ observé. Là, c'est mon étoile jaune. Et puis on regarde si le θ observé, il se situe sous la distribution des θ théoriques sous l'hypothèse H0 fœtus atteint, c'est que le fœtus est atteint. Là, dans cet exemple-là, il se situe sous l'hypothèse H1 fœtus non atteint. Donc on peut répondre que le fœtus est non atteint et on a un risque alpha de se tromper qui est inférieur à 2 pour 1000. Et dans ce cas-là, on répondrait que le fœtus est atteint et on calcule le bêta qui est associé. Donc voilà, pour aller vite, il y a deux facteurs qui vont influencer notre rendement diagnostique. Le premier, c'est la fraction fœtale. Vous l'aurez compris, si la fraction fœtale est trop faible, notre distribution, elle se chevauche. Donc notre alpha, il sera toujours inférieur à 2 pour 1000. On a construit le test comme ça. Mais en revanche, le risque bêta de répondre à tort qu'il est atteint, il va augmenter. Donc je vais répondre, je pense que votre fœtus est atteint, mais j'ai 80% de chance de me tromper. En fait, ça veut dire que je suis non conclusif, quoi. Et pareil, si j'ai un trop faible nombre d'événements analysés, si j'avais pas assez de brins d'ADN plasmatique analysés, pas assez de gouttelettes en fait analysées, là mes deux distributions, elles s'épatent un peu et ça a aussi comme conséquence d'augmenter le risque bêta d'être non conclusif. Donc on a fait cet algorithme pour tous les modes de transmission de maladies génétiques, monogéniques, donc dominant, récessif, lié à l'X, et pour les mutations ponctuelles, bien sûr, mais aussi pour les délétions et les duplications d'exons. Et après avoir fait la première étape, après avoir construit l'algorithme, c'était de le tester en faisant des simulations. Donc dans nos simulations, on a voulu dire qu'on fixait un alpha à 1 pour 1000, un bêta inférieur à 5%, et puis on s'est servi de courbes de database avec des distributions de fractions fœtales et de nombre de copies en génome équivalent par millilitre de sang maternel, et on a simulé 40 000 fœtus atteints de maladies monogéniques. Et vous voyez l'efficacité de l'algorithme après une seule prise de sang de 20 millilitres de sang, quand même. Donc ça fait 2 tubes Streck, dont la dame parlait tout à l'heure. Pour les maladies récessives autosomiques associées à des mutations ponctuelles, on a une erreur alpha qui est à 0,3 pour 1000, ou 0,03%. Donc de répondre à tort, je pense qu'il est sain, et une erreur bêta qui est seulement de 1,3%, et par contre on a 17% de non conclusifs. Donc dans ces cas-là, si on est non conclusif, on propose une deuxième prise de sang, et à ce moment-là, on agrège les résultats de la première et de la deuxième prise de sang, et on est tout de suite plus conclusif. Donc vous pouvez voir, l'algorithme, il marche très bien pour tout ce qui est mutation ponctuelle, quel que soit le mode de transmission. Après 2 prises de sang de 20 millilitres, en fait, en pratique, on en fait tout de suite une de 40 millilitres. On a très peu de non-conclusifs et on a un très bon rendement diagnostique. En revanche, dans les délétions, là, je n'ai pas poursuivi le tableau parce que sinon, c'était immangeable, mais il faut atteindre 2 prises de sang pour pouvoir avoir des rendements diagnostiques qui sont satisfaisants et avoir 5% de non-conclusifs. Et dans les duplications, ça marche moins bien et il faudrait attendre 3 prises de sang pour pouvoir avoir ces résultats. Donc souvent, on sera quand même, dans le cas des duplications, amené à dire soit il faut prélever beaucoup de sang, soit on risque d'être non conclusif. Mais voilà, mais dans 2 tiers des cas, on pourra quand même être conclusif après 2 prises de sang. Et voilà, et donc en pratique, on a commencé à passer notre cohorte. Donc là, un exemple avec une maladie récessive associée à une mutation ponctuelle, la mucoviscidose. Donc 2 manips de PCR digital en parallèle. La première, celle du haut, pour évaluer la fraction fœtale. La deuxième, pour évaluer la balance allélique. À droite, on a fait tourner notre algorithme et on voit que notre θ observé, il ne se situe pas sous la courbe rouge, qui est celle du fœtus atteint, mais sous la distribution verte. Et donc, on en déduit que le fœtus est non atteint de mucoviscidose et c'est associé à un risque alpha inférieur à 2 pour 1000. 2 minutes, Juliette, tu peux en 2 minutes ? Ouais, c'est fini. Un exemple dans la NF1. En fait, c'était pour dire que ça marche, quoi. Voilà. Un exemple dans la mutation ponctuelle, myopathie de Duchenne. Et myopathie de Duchenne est un exemple de duplication qui marchait très bien. Là encore, un fœtus non atteint. Donc, en première conclusion, pour le workflow qu'on imagine, nous, en pratique, ce sera un conseil génétique très précoce
parce qu'effectivement, nous, il faut qu'on ait le temps derrière de mettre au point les cétacmanes. Donc là, je mets que c'est 4 à 7 semaines, je vise large, mais ça va être au minimum 3 à 4 semaines pour mettre au point cet essai TACMAN et faire tous les essais qualité. Après, une fois que l'essai TACMAN, on l'a, ça va très vite, c'est 1 semaine de rendu de résultat. Mais la première fois qu'on a la mutation, ça peut mettre un peu de temps à mettre au point. Après la prise de sang maternelle, et puis après, soit on conclut qu'il est non atteint, soit qu'il est atteint, soit que c'est non conclusif, on demande une deuxième prise de sang et on refait l'algorithme. Donc, en vraie conclusion, est-ce qu'on y est aujourd'hui au DPNI des maladies monogéniques ? En fait, on y est presque, puisqu'on voit que si on combine des technologies innovantes telles que la PCR digitale avec des outils méthodaux appropriés, on obtient un test qui est précoce, qui est rapide, qui est fiable, qui a un coût abordable par rapport au coût du NGS, sans besoin d'un échantillon de cas index dont on a besoin souvent pour le NGS, aussi pour toutes les approches NGS de DPNI. Et par contre, il y a encore quelques limites qui réfrènent mon ardeur. La première, c'est que ça nécessite un gros volume de sang. Donc nous, on propose de prélever directement 4 tubes BCT. En même temps, les patients, ils sont super demandeurs et en pratique, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ça nécessite de développer des essais TACMAN spécifiques. Et puis, attention, mais ça, je pense que ça a été dit tout au long de la matinée, c'est que ce n'est pas parce que le DPNI, c'est juste une simple prise de sang qu'on doit diminuer l'importance de la réflexion et de l'information aux patientes et aux gens qui délivrent l'information aux patientes. C'est un test qui a de grosses conséquences et souvent, le fait que ce soit aussi simple, aussi rapide, les patientes n'ont plus le temps de réfléchir en fait, à ce qu'elles ont envie de faire. Voilà, j'ai fini. Je remercie les gens qui ont financé, je remercie les internes, mes collègues, les organisateurs. Et voilà. Je ne sais pas si on répond aux questions après ou maintenant. Une ou deux questions pour Juliette ? Oui, Didier. À ce stade, vous contrôlez quand même par prédateur invasif ou plus dans les cas? Alors pour les mutations paternelles, là, la partie la plus simple, non, si on voit que le fœtus est atteint, on propose un prélèvement invasif de confirmation. Et s'il est non atteint, on ne le propose pas. Dans les maternelles, c'est encore de la recherche. Ouais. On sait pas. On attend que la cohorte soit plus importante. Sophie ? Oui, c'est la deuxième prise de sang. En fait, il n'y a pas de seuil minimal parce que c'est contrebalancé par le nombre de brins d'ADN plasmatique que j'observe. Donc, je peux avoir des échantillons avec 1,5% d'ADN fœtal, mais si j'ai énormément d'ADN qui circule chez cette femme, je vais être conclusive facilement. Et au contraire, je peux avoir très peu d'ADN circulant, mais comme elle a 18% de fraction fœtale, je vais être conclusive. Donc, c'est pas clair que à chaque fois, c'est contrebalancé. Allez. Oui. On va... allez, une dernière question en commentaire. Oui. Pour ceux qui n'ont pas entendu, ça fait très DPI parce qu'il y a toute une mise au point en fait avant de proposer le test et comment on organise ça dans un laboratoire diagnostique finalement. Oui, alors en fait, la mise au point, là, je me fais un peu mousser, mais en fait, ça marche. Quand on commande un bon essai TACMAN auprès d'une société qui fait des bons essais TACMAN, c'est eux qui font le design, ils ont tous les algorithmes pour faire des choses qui marchent bien, ils nous les envoient. Nous, on se contente de les tester. C'est une manip pour faire ma LOB, ma LOD et ma linéarité, c'est une seule manip. Donc, le temps, c'est le temps d'attendre le design et la commande. Donc ça nécessite de pouvoir faire des commandes rapidement à l'hôpital. C'est le principal écueil. Après, le temps technique, il n'est pas si long.